Bonjour, ce matin on avait un conseil de gouvernement où on a fait le point sur la situation et où on a pris un certain nombre de nouvelles mesures pour la lutte contre le coronavirus. Nous sommes dans un moment très sérieux de cette crise et dans les heures qui viennent et dans les journées qui viennent, la situation va rester tendue. Aujourd'hui, et nous venons d'avoir les derniers chiffres, à Luxembourg, nous avons 15 décès morts du coronavirus. Une de ces personnes est un patient qui était à Luxembourg, mais dans le cadre de l'accord que nous avons avec la France, donc un patient de Mulhouse. Derrière ces chiffres de 15 personnes, il y a 15 familles. 15 fois un cercle d'amis, des collègues de travail, des amis. Et c'est sans aucun doute un moment très difficile pour nous toutes et tous, mais encore en plus pour les personnes directement concernées. Donc je veux leur exprimer mes condoléances sincères. Il y aura encore d'autres décès, je suis sûre, on doit s'y préparer et aborder la situation avec le plus de sérénité possible. Plus tard, Madame Lehnert nous parlera encore des chiffres actuels et des données plus spécifiques. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de victimes typiques du virus. Ce sont des fois des personnes qui ont déjà des maladies, d'autres meurent par des symptômes qui ne sont pas dus au virus et qui en plus portent le virus. Ce virus est extrêmement dangereux et mortel pour les personnes vulnérables et ceux qui ont déjà des problèmes de santé, mais pas seulement pour eux, mais en particulier pour ceux-là. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se tienne à la discipline. Il faut tous qu'on se discipline et qu'on se protège nous-mêmes et les personnes les plus vulnérables. On doit rester à la maison et limiter le plus possible le contact avec d'autres personnes et si c'est possible, éviter ce contact. Pour pouvoir réagir aux conséquences et prévenir les conséquences, nous avons d'autres mesures. Donc, les mesures vont dans le sens de pouvoir mobiliser le maximum des personnes dans le service, de la santé. Donc les médecins peuvent être intégrés maintenant dans la fonction publique pendant cette crise pour qu'ils puissent rester et travailler dans les hôpitaux. C'est une mesure qui concerne toutes les personnes qui ne sont pas dans un statut de salarié comme les médecins libéraux. Donc ils auront un contrat exceptionnel d'employés d'État. Nous avons besoin de tout un chacun qui peut aider. En plus, nous avons prévu un certain nombre de dérogations au Code du travail. Pour le moment de la crise, il est possible de travailler davantage que d'habitude, en dehors du cadre légal. Nous nous trouvons dans un état de crise et ces mesures se limitent au état de crise. Donc, on peut arriver à un maximum de 12 heures par jour et 60 heures par semaine. C'est une demande qui provient de ce secteur de santé qui est nécessaire dans les maisons de soins, pour les professions de santé. Et c'est prévu pour ces professions-là dû à l'urgence et à l'importance de leur travail pour qu'on puisse continuer à fonctionner. On a également changé la limite pour les étudiants. Normalement, ils peuvent travailler qu'une certaine durée. Nous avons levé cette interdiction par CDD. Ils peuvent travailler et être engagés pour 40 heures par semaine et non pas jusqu'à 15 heures par semaine, comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc ce sont des mesures exceptionnelles qui sont uniquement valables pendant l'état de crise. Et je suis très heureux que pendant ces derniers jours, donc on avait du contact avec le travail
le ministre du Travail avait des négociations avec les syndicats pour que ce matin, on a pu adopter des mesures au Conseil d'État. Donc, c'est un moment très, très particulier. C'est pour ça que nous avons décidé que les personnes qui sont inscrites à l'ADEME gardent leur statut automatiquement jusqu'à la fin de la crise, même s'ils sont en fin de droit. Pour ce qui est du chômage partiel, nous avons retenu que personne ne peut recevoir moins que le salaire minimum. Donc les salariés qui travaillent pour le salaire minimum et qui sont en chômage partiel, on va leur payer le salaire minimum entier, même si ce n'était prévu que 80%. Nous savons que c'est difficile, c'est pour ça que nous pensons que le salaire minimum doit être garanti pour les personnes qui sont en chômage partiel et pour lesquelles il était prévu d'avoir que 80%. Nous avons encore une discussion d'abord sur les congés pour raisons familiales. Donc là aussi, ça continue parce que les crèches sont toujours fermées et les écoles aussi. Donc il y a bien un des parents qui doit rester auprès des enfants. On ne peut utiliser que ce congé pour raisons familiales s'il n'y a pas d'autres possibilités. C'est pour assurer la garde des enfants à la maison. On ne peut pas avoir le cumul d'un chômage partiel et d'une mesure d'un congé pour raison familiale. Le chômage partiel doit primer. Ça veut dire que quand on est dans le chômage partiel, on ne peut pas demander du congé pour raison familiale et continuer à en profiter. Ça compte aussi pour l'autre parent. Donc si dans une famille, il y a une personne qui bénéficie du chômage partiel, ni lui-même ni l'autre parent ne peut demander le congé pour raison familiale. Donc, Monsieur le ministre Dankersch aura une conférence de presse après nous pour détailler ceci. On a également un détail, une série de mesures. Par exemple, pour le moment, aucun locataire ne peut être expulsé de l'appartement où il vit. Donc le déguerpissement étant suspens, personne ne peut être expulsé du jour au lendemain. Nous avons également pris une disposition sur les agences de voyage. Donc le délai de remboursement des vacances est suspendu. Du remboursement de vacances annulées est suspendu. Vous trouverez les détails dans le communiqué qui va sortir et aller à la presse. Ce matin, nous avons encore débloqué 800 000 euros de budget pour l'initiative CEPIS, d'initiative européenne avec d'autres partenaires pour la recherche contre un vaccin. Donc, pour développer un vaccin, et le Luxembourg est un des partenaires de cette initiative. Je veux encore souligner que nous prenons des mesures exceptionnelles. Nous allons loin, très loin, et pour beaucoup de choses, nous allons plus loin que d'autres pays. C'est le cas notamment pour l'économie qui est à l'arrêt. Donc, proportionnellement, à Luxembourg, il y a plus de personnes au télétravail ou en chômage partiel que dans d'autres pays. Mais nous devons rester forts et disciplinés tous ensemble. Je vous ai donné les derniers chiffres. Tout le monde, on a tous une responsabilité et les chiffres en disent long. Madame Lehnert. Notre priorité est toujours de pouvoir maîtriser le virus, de maîtriser la crise. Donc, avec 15 décès depuis le début de la crise, on doit être conscient qu'il va y avoir des semaines difficiles. Quelle est la moyenne d'âge des personnes décédées? 80 ans. Donc, mais je veux souligner que la personne la plus jeune des décédés avait seulement 53 ans. Donc, une personne vulnérable qui nous montre que ce virus ne touche pas exclusivement les personnes âgées. Je souhaite aussi exprimer mes condoléances sincères aux familles.
Aujourd'hui, les personnes testées positives à Luxembourg, c'est 1605 entre-temps, dont 1135 sont des résidents. L'âge moyen des personnes testées est de 46 ans. Et comme c'est la tendance dans les autres pays, il y a une légère majorité d'hommes, 54% d'hommes contre 46% de femmes. Les personnes qui ont guéri, les chiffres, je pense qu'on peut dire que 40 personnes sont guéries. Mais on compte un délai de 15 jours. À partir du moment où on est testé positif, il faut garder une échéance de 15 jours. Donc ça veut dire que le nombre des personnes guéries va augmenter assez fort dans les semaines à venir. C'est à partir de la semaine prochaine seulement que les chiffres vont être parlants. Parce que la plupart des personnes dont on parle sont déjà guéries, mais statistiquement, elles sont uniquement relevées quand l'espace est passé. Le nombre des tests, c'est 13 738 en tout qui ont été faits. Et nous sommes le pays qui teste le plus au monde et nous allons continuer dans cette ligne. Nous avons une politique très large de tests. Quand nous avons une personne qui a des symptômes et qui est vulnérable, systématiquement, on va faire le test. Et on l'a déjà fait depuis quelque temps et on va le faire à l'avenir. Quant aux hospitalisations, aujourd'hui 9 heures, on était à 148 personnes hospitalisées pour le moment, donc 25 personnes aux soins intensifs. Ces 25 personnes comprennent également les 6 patients du Grand Est. Pour la capacité de lit dans les hôpitaux, on me pose souvent cette question. Je vous donne les détails. En tout, 2354 lits disponibles avec une réserve de 230 lits qui peuvent être disponibles. Donc, sur ce chiffre, 2235 lits sont des lits normaux avec une réserve de 150 lits normaux supplémentaires. Et nous avons 119 lits en soins intensifs, donc, qui sont équipés comme tels, avec une réserve de 80 lits supplémentaires pour soins intensifs qui peuvent être activés à tout moment. Un lit intensif, ça veut dire équipé d'un respirateur et du matériel, et un lit qui peut être donc traité par des personnes formées. Donc il y a 200 lits en tout, mais nous avons déjà une centaine de respirateurs supplémentaires. Donc nous avons le matériel et si nécessaire, on peut libérer d'autres lits et les équiper de respirateurs pour que ce soit des lits en soins intensifs. Donc avec les commandes maintenant que nous avons reçues, nous pouvons monter jusqu'à 300 lits en soins intensifs. Donc, à côté du matériel qu'on a déjà, il y a plein de commandes qui sont encore en cours et on est confiant que ces commandes vont arriver, même si ce n'est pas en totalité. Mais avec chaque matériel supplémentaire au niveau des respirateurs, nous allons donc avoir des lits supplémentaires que nous pouvons équiper. Une précision pour les scanners, je n'étais pas très précise la dernière fois, on a 4 scanners, ce sont des acquis. Le premier a été acheté en un temps record. Il va être installé, donc il sera opérationnel le 3 avril à Ettelbruck et les autres Seychelles et dans d'autres hôpitaux. Ils seront mis dans des conteneurs et seront opérationnels un peu plus tard. Une question qu'on nous pose souvent, quelle est notre situation par rapport aux patients normaux
tout cet équipement pour les personnes atteintes du Covid. Nous avons d'autres patients qui ont besoin d'urgence de soins. Nos hôpitaux sont préparés. Ils ont une partie du personnel qui est pour les traitements courants et d'autres pour les patients Covid. Donc en tout, on a 8 sites. Donc il y a un site, celui de la clinique Zita, qui est réservé, et je peux le dire entre guillemets, pour les patients non atteints du Covid. Donc c'est vraiment pour faire les opérations importantes et urgentes, avec un personnel qui est vraiment disponible pour ce site, pour la clinique Zita, qui est vraiment pas activé pour les patients Covid, justement parce qu'il y a des personnes qui demandent des traitements autres et que ce sont également des personnes vulnérables. Et c'est notre ambition de pouvoir maintenir cette situation jusqu'à la fin de la crise. Sur les autres sites, donc, il faut savoir qu'il s'agit d'une répartition concertée entre hôpitaux. Donc, dans tous les autres hôpitaux, il y a des flux séparés, tant pour le traitement que pour le personnel. Donc, on a séparé ceci par des unités de soins pour que tout soit bien séparé. Ensuite, je souhaite encore souligner que Luxembourg essaie d'être comme premier pays, parmi les pays qui font des tests. Nous n'avons pas encore ces tests, mais d'après ce que nous planifions, nous voulons le déploiement par le test sanguin sur un échantillon dans toute la population, voir qui est déjà immunisé et qui était malade, qui n'est pas malade, pour avoir un aperçu complet sur notre territoire. C'est quelque chose qui est prévu. L'information a déjà circulé. J'aurais préféré donner l'information une fois que le matériel est présent, mais c'est prévu pour la semaine prochaine en fait. Et après, on fera le déploiement et on saura exactement quand ça va être commencé. À ce moment, on pourra donc continuer avec notre stratégie pour sortir de la crise. Donc, nous avons une équipe qui se penche sur ce sujet avec des chercheurs, avec d'autres personnes qui travaillent sur ce sujet à part du côté opérationnel. Donc, ils travaillent sur les statistiques, etc., pour qu'on ait une base fiable pour surveiller la crise et également pour décider quand sera la bonne période pour arrêter ou diminuer les mesures. Donc j'attends des résultats à ce sujet à partir de la semaine prochaine. Donc on pourra être beaucoup plus précis pour faire différents scénarios qui pourront convenir pour notre pays. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Donc on entend des spéculations, mais laissons les experts travailler là-dessus pour nous donner d'autres chiffres et faire les comparaisons nécessaires. De mon côté, je souhaite également parler des règles de comportement normal. Il ne faut pas les sous-estimer. Il y a des choses qui sont permises, mais je vais vous dire, quand on fait les courses, par exemple, ce n'est pas une occupation, c'est quelque chose qu'on doit faire tout seul si c'est possible. Il faut le faire le moins possible. Il faut regrouper ses achats. Donc, il faut vraiment que les gens prennent ce principe de rester à la maison à cœur et qu'ils se posent vraiment la question, est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je fasse des courses ou ceci ou cela? Donc, systématiquement, il faut se poser cette question-là. Alors, il y a des questions qui s'éliminent toutes seules. Il est important maintenant, c'est le moment maintenant d'observer ces règles de comportement et de circuler le moins possible à l'extérieur pour propager le moins possible ce virus dans notre société.
En Suisse, je souhaite profiter d'un appel concernant le Cargo Center. Il est très important dans notre période parce que c'est par ce chemin-là, on va vers l'extérieur. C'est le pont vers lequel nous pouvons donc avoir beaucoup de matériel. Une partie est arrivée. Nous avons encore réceptionné une grosse livraison ce matin à 7 heures. Ce n'est pas encore tout. Ça vient petit à petit. Donc, il nous faut des volontaires également pour donner un coup de main. Et c'est pour ça que sur GovJobs, on a défini un poste. On a demandé des volontaires pour faire fonctionner le Cargo Center pendant la crise. Je veux encore remercier les 11 000 personnes et plus qui se sont déjà inscrits sur GovJobs. C'est vraiment un élan de solidarité parmi la population et ça fait plaisir. Donc, au Cargo Center, il y a déjà des volontaires qui y travaillent, donc même de l'armée, des CFL, etc. Et je suis sûre qu'on aura encore davantage de volontaires. Et également, on a un accord de principe pour le personnel de tout le secteur de la santé pour trouver une solution pour les engager par voie de CDD. Donc, les personnes auront un revenu sûr et on activera donc leur travail par ce moyen-là. Et les gens peuvent être donc utilisés quand on en a besoin. Donc, on fait du travail vraiment dans les détails, mais l'accord de principe a été accepté. Donc, lundi, nous serons prêts pour vous donner des communications vraiment précises à ce sujet. Voilà. Je vais commencer par des questions de la radio 100,7. Question à Madame Lehnert. Quelle est la raison pour laquelle vous publiez sur votre site pas plus de chiffres, contrairement à la Belgique par exemple, pas les chiffres des personnes guéries jour par jour? Est-ce que vous comptez le faire à l'avenir, également sur les chiffres du total des tests? On travaille sur un nouveau système de monitoring qui est presque terminé. À partir de la semaine prochaine, je vais vous en parler. Il est très complexe. Aucun autre pays a un système aussi complexe en place avec les données de tous les acteurs. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va vraiment se poser la question en interne de savoir si on va vous donner plus de détails. Donc, c'est une manière consciente que ça n'a pas été fait jusqu'à présent parce que nous avons beaucoup de données qui viennent de tous les côtés. C'est très difficile de contrôler toutes ces données. Et on pense des fois que certaines données peuvent provoquer des incertitudes. Par exemple, si on donnait les chiffres des personnes guéries, comme je vous les ai donnés aujourd'hui, ça pose des questionnements. Donc, une fois qu'on aura les chiffres exacts, on va réfléchir s'il faut donner plus de détails ou pas. Donc, tous les jours, j'aurai vraiment un aperçu de ces chiffres et je vais pouvoir vous répondre quotidiennement. Et on pourra comparer avec ce que font les autres pays. Au départ, on s'était aligné sur d'autres pays, mais s'il y a des paramètres qui sont intéressants pour l'extérieur, on pourra les donner. Mais on veut être sûr qu'à partir de la semaine prochaine, on aura un système de données automatisées, parce que ça demande beaucoup de ressources humaines pour faire tous ces calculs et sortir ces chiffres de manière correcte. Donc, la semaine prochaine, il y aura de nouvelles possibilités à cet égard. Une question d'RTL, je pense, également à Madame Lehnert. La situation actuelle dans les maisons de soins et pour personnes âgées, combien de cas a-t-on enregistré déjà dans ces institutions? Il y a un certain nombre de cas. Les décès viennent en partie de ce genre d'institutions. Il y a
davantage de personnes infectées. Ce sont les endroits où se trouvent les personnes vulnérables. Donc, il se peut qu'il peut y avoir une masse de personnes infectées parce que c'est là les personnes vulnérables. Donc, la situation n'est pas différente qu'on puisse l'imaginer dans une situation de crise, mais ce n'est pas particulièrement inquiétant par rapport à la situation qu'on voit à l'étranger. Encore une question d'RTL. Quant à la situation, quand est-ce qu'on est guéri? En Allemagne, il faut faire 2 tests qui ont un résultat négatif pour compter comme personne guérie. Quelles sont les directives ici à Luxembourg? Comment est-on classifié en tant que guéri? Est-ce que nous avons juste cette directive d'une quarantaine de 15 jours? Et si on n'a pas de symptômes, on est guéri. Nous avons plus ces 2 tests. Et ça, c'est pour d'une part ne pas gâcher les tests et aussi parce que ces tests ne sont pas fiables à 100%. Donc, nous comptons sur cette définition de 15 jours après les tests qui ne sont pas positifs et puis 15 jours après. Donc, nous avons cet autre projet, vous savez, ce test d'immunité, ce test est mieux, ça donne vraiment une image de qui a déjà une immunité ou pas. Donc, nous misons sur ce système-là plutôt que de faire les calculs pour les autres personnes. Donc, c'est un calcul de risque et nous préférons continuer dans cette voie. Donc, si vous regardez dans les autres pays où ils ont ce système, ils font peu de tests. Donc, finalement, ça n'a pas de sens à long terme. Donc, il vaut mieux tester de manière plus large pour avoir beaucoup, pour pouvoir situer ces gens qui sont positifs et pour pouvoir leur donner les tests nécessaires. Une question du magazine Passaparole. Décevant. La question s'adresse à Monsieur Buttel. Quelle est la position du Luxembourg pour soutenir économiquement des pays comme l'Italie, l'Espagne et la France, qui sont les pays les plus touchés par l'urgence du coronavirus? Comme déjà dit, j'ai commencé mon intervention hier en pensant aux Croates qui ont même déjà d'autres problèmes. J'ai pensé à d'autres crises en France, par exemple. Mais j'ai aussi dit que cette situation pourra se trouver dans d'autres pays à l'avenir. Donc, il faut ensemble trouver des solutions. Certains pays souhaitent fermer les frontières. Je pense que c'est la solution de ne pas tenir compte du voisin. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de l'Union européenne parce qu'en tant qu'Union européenne, on fait les recherches médicales, mais les recherches pharmaceutiques, on n'en a pas fait assez parce que les médicaments ne viennent pas de loin, de l'Europe. C'est une chose. Et puis, par rapport aux Corona Bonds, les obligations, donc nous avons cette idée de partir avec un concept commun pour les marchés. Parce que s'il y a des pays comme l'Italie ou l'Espagne, sans aide, ils ont des difficultés. Donc, il n'y avait pas d'unanimité pour les obligations Corona. Mais nous nous sommes mis d'accord que l'ECOFIN, on leur laisse un délai pour qu'ils puissent faire des propositions et qu'à côté, la Commission discute avec le Conseil et travaille sur des instruments et que nous, en tant que chef de gouvernement, nous allons se voir par vidéoconférence dans une 15 jours pour arriver à des résultats concrets. Donc l'Union européenne est aussi un projet de solidarité et le texte n'était pas assez fort pour nous pour souligner la solidarité, mais nous avons réussi que dans le texte, il soit marqué que la situation est catastrophique, qu'une solidarité doit être exigée et que nous donne tous les instruments pour chercher des solutions. Donc ça, c'est la position de Luxembourg
et Luxembourg gardera cette position à l'avenir. Nous pensons que la solidarité est la seule possibilité de surmonter la crise. Un autre point, si l'on voit les mesures, par exemple, il y a des pays qui ont récemment seulement décidé de fermer l'économie, les cafés et les restaurants. Il y en a qui disaient ben, les voisins ne l'ont pas encore fait. Donc c'était notre responsabilité de le décréter. J'aurais préféré que ces mesures auraient été faites ensemble avec d'autres pays. Il y a des pays qui ont seulement pris des décisions il y a quelques jours. Donc tout ça aura des répercussions pour sortir de la crise, parce que certains pays n'ont pas pris certaines mesures et de ce fait, ils vont tirer en longueur la fin de cette crise. Parce que le confinement tel qu'on l'a connu à Luxembourg depuis le début n'était pas le cas dans d'autres pays. C'est pour ça que nous pensons que pour sortir de la crise, il faut aussi une coordination entre pays. On ne peut pas se permettre que certains pays disent c'est tout fini chez nous. La vie doit continuer. Nous levons toutes les structures de confinement parce que ce n'est pas le cas. On risque de recommencer à zéro. Donc, ce que nous n'avons pas réussi jusqu'à maintenant, donc les mesures communes, donc j'espère qu'on va réussir à élaborer une stratégie de sortie ensemble. Donc, c'est mon espoir parce que le problème est commun, pas national. Question de maison moderne, Delano. Gouvernement à l'égard des masques de protection en tissu fait maison par le public. À l'avenir, comptez-vous lancer un appel pour de tels articles ou pour que des personnes ayant des compétences en couture les fabriquent? Un tel appel a déjà été lancé. Une action pour confectionner des masques a été déjà lancée. Il y a beaucoup de succès. Merci à ceux qui répondent à cet appel. L'attitude du gouvernement, disons, si nous sommes dans un goulot d'étranglement, il vaudrait mieux d'avoir un masque fait maison qu'aucun. Nous pensons toutefois que nous allons recevoir notre commande de masques de manière massive. Nous en avons déjà reçu, bien entendu, et nous pouvons donc les donner aux différents secteurs de soins et à d'autres endroits sensibles. Donc j'espère que de jour en jour, ça va continuer. Mais toutefois, si les gens se fabriquent un masque eux-mêmes, c'est toujours un masque de prix. Il faut quand même savoir que ce n'est pas une protection complète. Donc il ne faut pas que ça donne un faux sentiment de sécurité. Donc, quand je sors, les microbes sortent de moi, mais ce n'est pas pour arrêter le virus à 100%. Mais c'est une bonne chose. Ça va retenir quelque chose, mais ce n'est pas une sécurité absolue. Ça ne devrait pas donner l'impression que si j'ai mon masque fait maison, que je suis à l'abri de tout et que je peux renoncer à la distance de sécurité. Elle est toujours très très importante. C'est la seule chose qui est vraiment essentielle, donc cette distanciation physique. Donc ça, c'est un point vraiment très très important. Question suivante, maison moderne de la... Les du pays ont-ils été la cible d'une attaque de hackers ce mois-ci? Et si oui, comment cette attaque a-t-elle été exécutée et qu'ont fait les hackers? Ce qu'il y a eu du hacking le mois dernier auprès des hôpitaux, et si oui, comment ça s'est produit? Il y a tous les jours des cyberattaques et elles sont bloquées. Je n'ai pas connaissance d'une problématique particulière concernant un hôpital. Tous les systèmes sont protégés et les gens qui s'en occupent sont vraiment à l'affût pour bloquer ces tentatives. Une question de Luxembourg Times. Donc,
Le 9e décès était une personne provenant d'une maison pour soins de personnes âgées. Est-ce qu'il y a encore des dangers du risque pour d'autres personnes dans les maisons de soins? Donc, parmi les autres 8 personnes décédées, combien étaient des résidents? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, 5 personnes venaient des maisons de retraite ou de soins, parmi les 15. Donc, si on retire celui de Mulhouse, il y en a 4, donc c'est sur les 14. Autre question. 15 personnes ont également été infectées dans cette maison de retraite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres maisons de retraite où il y a des personnes infectées qui sont officiellement enregistrées? Ou est-ce qu'il y a des suspicions pour d'autres résidents dans d'autres maisons de retraite? Je peux vous confirmer qu'on a des cas positifs dans des maisons de retraite. On ne va pas donner le détail où se trouvent les infections, mais c'est un fait, je l'ai déjà dit, je le répète, nous avons des personnes testées positives dans les maisons de retraite et il y a des procédures qui ont été mises en place dès le départ. Le personnel est formé pour isoler les personnes de manière correcte. C'est un scénario qui est tout à fait géré. Quand il y a un cas positif dans une maison de retraite ou de soins, le personnel sait comment réagir et comment faire en sorte d'isoler cette personne. Une question de l'essentiel. Patients ou sans souci annexe de santé sont-ils hospitalisés dans un état grave? Hospitalisés, oui, suivant mes informations, pas en soins intensifs. Autre question de l'essentiel concernant Le décès inclut-il seulement les personnes décédées à l'hôpital? Non. Pas du tout, tous. Une question de l'AFP. C'est toute la population résidente luxembourgeoise. Je n'ai pas bien compris votre intervention concernant vos plans pour la semaine prochaine, also Herdenimmunität. Donc, l'immunité de masse, ce sont les tests qui ne regardent pas si on est positif. C'est une nouvelle génération de tests. C'est par un test sanguin, on peut voir si une personne a déjà une immunité contre le Covid. Ce sont des tests qui ne sont pas faits partout, mais nous fonctionnerons par échantillons représentatifs pour l'ensemble de la population. Ce n'est pas pour chaque citoyen. Ça fonctionne par échantillonnage. Et c'est ce que nous prévoyons pour le moment. Donc, on va planifier ce que ça signifie pour notre pays. Et comme nous avons un nombre réduit de résidents, on a la chance qu'on peut faire cet échantillonnage sur l'ensemble de notre territoire. Question des communes luxembourgeoises. Le confinement oblige au télétravail. Analyserez-vous les résultats auprès des entreprises et s'ils sont positifs, espérez-vous davantage de mesures pour faciliter le télétravail une fois l'épidémie terminée? Vous savez que c'est l'un des points dont on a déjà discuté. Comment faire une décentralisation? Comment faire que tout le monde revienne au même moment, au même endroit? Le télétravail est une des possibilités pour délester les routes, la concentration de beaucoup de personnes aux mêmes endroits. Donc, il y a un certain nombre d'analyses qui ont déjà été faites et nous pensons que le télétravail est une réalité pour l'avenir, pour éviter que la circulation ne s'aggrave. Parce que quand il y a beaucoup de sociétés au même endroit, donc le bilan est peut-être faux parce que maintenant il y en a plein de personnes au télétravail. Donc on ne sait pas si on aura le même résultat que si on avait
pourcentage moindre au télétravail. Après cette expérience, il sera importante de faire aussi quelle sera l'expérience des personnes qui n'en ont pas fait du télétravail. Peut-être qu'ils voudront en faire. Dans ce contexte, on travaille aussi, on a trouvé un accord avec la Belgique et la France, un accord sur les frontaliers pour qui, donc, parce que donc, le nombre de jours de télétravail ont été levés. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Et c'est certainement une possibilité d'avoir l'alternative de ce télétravail. Pas tout, mais une partie en tout cas. Deuxième question des communes. En chômage technique ou partiel, peuvent-ils se porter volontaires sur la plateforme GovJobs? Oui, bien sûr. On en a discuté. Ce n'est pas contradictoire avec le fait que les personnes sont en chômage partiel. Il faut les tâches bénévoles parce que si les personnes sont en chômage partiel, ça veut dire que la société l'a décidé et ça veut dire que ça ne doit pas empêcher que quelqu'un puisse avoir une fonction de bénévole et il ne va pas perdre ses droits. Question du quotidien. J'essaie d'enlever celle qu'on a déjà posée. La situation devient de plus en plus tendue dans les maisons de retraite et de soins. Est-ce que vous avez une stratégie adaptée pour une prise de charge? Pas une stratégie adaptée, mais la stratégie que nous avons mise en place et qui est appropriée. Et on l'exécute maintenant à fond. On est en plein dans le déploiement de notre stratégie. Deuxième question, quant au cas de non-résidents, est-ce que ce sont exclusivement des frontaliers? Pour autant que je sache, oui. Oui, ce sont bien des frontaliers. Mais bon, il faut quand même que je revérifie. Donc, une autre question de reporter. Est-ce qu'il y a des personnes de la réserve sanitaire qui sont au travail dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a des formations pour ces personnes-là? Il y a des formations de prévues et que les personnes puissent être formées à court terme à différentes tâches, mais ça n'a pas encore été activé jusqu'à présent, mais c'est en cours. Question du vote. Comment utiliser la commission d'éthique et l'incorporer, comme en Bavière par exemple. Au Conseil de gouvernement, on en a parlé et Madame Lehnert a encore une réunion avec les comités d'éthique des différents hôpitaux pour arriver à travailler sur une position commune. Encore une question de reporter. Aussi, si vous dites que la situation est toujours grave et loin d'être surmontée, est-ce qu'il y a un horizon temps pour savoir jusque quand ce lockdown doit être maintenu ou quels sont les critères pour que ce confinement puisse être rendu un peu plus flexible? Donc, pour le moment, nous n'avons pas de position parce qu'il y a une équipe qui travaille sur une stratégie. Ce n'est que au milieu de la semaine prochaine qu'on aura davantage de données qui nous permettront de mettre l'un ou l'autre des scénarios en perspective. Merci.